Voilà. Donc où est-ce que je suis? Vous voyez mon écran. Ah ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Donc Philippe a dispatché un petit peu les présentations, mais il aurait pu bien sûr tout faire, mais ça lui faisait beaucoup. Euh, je vais donc parler de. Donc ça va être des rappels pour pas mal d'entre vous, et puis peut-être des choses nouvelles aussi, pour faire le point. Euh, alors. Donc tout ça, ce dont je vais parler en fait, c'est juste dire oralement, et puis on va faire des petits exercices pratiques. On va regarder, on va pratiquer après sur le site Misva. Donc c'est vraiment dire oralement ce qui a été rédigé d'une façon très très claire par Philippe et Jean-Philippe Lafort dans l'onglet documentation du nouveau site Misva. Donc il y a eu un gros travail pour expliquer un peu la démarche, les méthodes. J'ai mis là une copie de la page d'accueil de la documentation. Donc on va justement parler de concepts et méthodologies, d'objets météo, etc. Donc je vous encourage à aller lire tout cet onglet qui est très documenté avec des liens sur le manuel du prévisionniste, des cas d'études. Voilà, il y a pas mal d'heures, vous pouvez passer pas mal d'heures à regarder tout ça. Thierry, juste une remarque. La Oui, partie intrasaisonnière a été beaucoup documentée, bien sûr, dans le projet Cruz Burkina Faso, mais actuellement, elle n'est pas intégrée directement dans ce dont tu parles. Philippe me euh, corrigera. Oui, bon, c'est vrai, mais ça, c'est pas vraiment l'objet là. Donc oui, c'est voilà. Donc là, l'approche, oui, l'approche objet, etc. Voilà. Mais c'est vrai que cette documentation, c'est quand même un plus, je pense, par rapport à, ça a été développé en tout cas par rapport à l'existant. Ça vous. Voilà. Donc, on commence par justement les concepts et les méthodologies qu'on trouve dans Misva. Donc, je parle sous le contrôle de Jean. Donc, plusieurs concepts. D'abord, donc je reprends ce qui est écrit dans la doc. Donc, une prévision sans couture, en anglais seamless prediction. Donc, sans couture, ça veut dire que on ne regarde pas une seule échéance de prévision, par exemple, sans regarder les autres, sont plus grandes ou plus petites. Donc, on veut documenter l'état de l'atmosphère et de l'océan. On aide aussi de parler de l'océan à travers une continuité d'échelle, d'espace et de temps. Ça commence par le saisonnier jusqu'au synoptique, en passant donc par l'intra-saisonnier et voire jusqu'à l'échelle de la convection. Voilà, donc c'est vraiment toutes les échelles sont imbriquées et voilà, on peut pas ignorer les autres quand on travaille sur une échelle particulière. Ensuite, le deuxième concept, c'est l'approche objet. Alors on va développer pour gagner de la prévisibilité. Donc je vais illustrer un petit peu. Ça permet. Son est désactivé. Tu vas. si vous pouvez penser à fermer vos micros, s'il vous plaît, vu qu'on fait l'enregistrement. Merci. Thierry, c'est à toi. Oui. Donc une approche objet, c'est-à-dire ça permet de suivre dans le temps et l'espace, par exemple une onde d'est africaine ou une anomalie humide plus grande qu'une onde d'est africaine. Donc typiquement, on va parler des équatoriales Rossby dans les prochaines sessions. Donc je vais illustrer un petit peu ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'une approche objet? Ensuite, le troisième concept, c'est de développer donc Misva. À travers Misva, Philippe et son équipe ont développé et exploité des paramètres qui ont une meilleure prévisibilité que la pluie. Donc vous savez tous que la pluie, plus particulièrement au Sahel, elle est pas bien prévue par les modèles numériques. Même un modèle à maille fine comme Arome ou WARF a du mal à prévoir la complexité de toutes les échelles entre les orages isolés, les lignes de grains, les ondes d'est africaines. Et donc, en fait, on contourne ce problème des mauvais scores, mais aussi de la mauvaise prévisibilité intrinsèque à l'atmosphère, on va dire, en utilisant des paramètres qui, eux, ont plus de prévisibilité, comme l'eau précipitable ou le potentiel de vitesse. On va développer ça. Un autre concept, c'est d'utiliser des champs d'anomalie
plutôt que des champs totaux. Donc ça a été développé depuis le début de MISVA par Jean-Philippe, je crois, en 2011. C'était la vision en anomalie, elle rend plus claire, elle rend plus objective. Comment dire, aussi le côté propagatif. Et donc ça aide le prévisionniste à exercer son expertise en termes notamment d'objets qui se propagent. Voilà, et puis encore un concept, c'est l'approche multimodèle qui est recommandée par l'OMM. C'est multimodèle, c'est multi-ensemble en fait, puisque quand on parle de modèles, ce sont des ensembles. En tout cas, en prévision intra-saisonnière, oui, parce que en prévision J à J+5, on a à la fois les modèles déterministes et les modèles, les ensembles, mais on recommande vraiment de soit multi-déterministe, soit encore mieux multi-ensemble, pour ne pas rester prisonnier d'un seul système numérique. Voilà. Donc, là, je commence par une diapo, comme beaucoup des diapos sont des diapos de Philippe. Donc, une première vision en pluie. Donc, c'est Philippe qui a créé ces choses-là sur 3 domaines, Sahel-Ouest, Centre et Sahel-Est. Donc, en vert, vous avez la climatologie sur les boîtes là qui sont décrites. Donc, le cycle saisonnier climatologique. Et en orange jaune, c'est l'année 2021, donc l'an dernier. Donc ça permet de voir à la fois des retards, par exemple en début de saison comme l'an dernier. On voit que la courbe jaune était sous la courbe climatologique jusque, on va dire début juin. Oui, début juin. Donc ça veut dire que la saison des pluies, l'hivernage ou les pluies ont commencé, en tout cas, était moins intense en début de saison que la climatologie. Puis ensuite, parfois, ça peut rattraper, voire dépasser. On voit par exemple sur le Sahel central que l'an dernier, il y a eu un pic en mois d'août qui était finalement à la fois supérieur à ce qui est normal en août, et puis qui était presque un pic plus précoce que le pic de fin août climatologique. Et ensuite, c'est redescendu plus vite. Voilà, ça permet de comparer ce qui s'est passé dans une saison par rapport à ce qui se passe en moyenne sur 20 ou 30 saisons. Donc on voit aussi des pics et des creux. Donc par exemple sur le Sahel central, on voit un premier pic au mois de juin, ensuite une période un peu plus creuse, et ensuite à nouveau un pic au mois d'août. Donc c'est déjà une notion de variabilité à l'intérieur d'une saison, donc ce qu'on va appeler la variabilité intra-saisonnière. Voilà, donc un exemple sur la période en cours. Donc c'est Philippe qui a sorti ça. Donc à gauche, vous avez, alors on va décrire ce que c'est le potentiel de vitesse tout à l'heure encore mieux. Là, on est sur la bande de latitude 5 nord, 15 nord. Donc sur la saison en cours en ce moment-là. Donc en vert, c'est, alors on va le redécrire tout à l'heure. En vert, c'est là où il y a de la divergence d'altitude. Et en marron, c'est là où il y a de la convergence d'altitude, donc plutôt de la subsidence. Et en vert, c'est plutôt les ascendances. Donc en champ total, on voit qu'il y a beaucoup de vert, il n'y a que du vert entre 60 et au-delà de 60 est sur l'océan Indien, c'est pratiquement tout le temps divergent. Autour de l'Afrique, c'est le plus souvent convergent, donc subsidant à la tropopause, on est à 200 hectopascales. Voilà, et puis sur l'Atlantique, c'est un peu plus variable. Donc ça c'est le champ total. Alors au milieu, c'est la climatologie sur 20 ans là, 98-2019. Donc en climatologie, on retrouve une divergence. Donc ça c'est les cellules de Walker, on va dire, avec une ascendance et une divergence sur 120 est. Donc c'est sur le continent maritime. Et puis plutôt de la subsidence autour de l'Afrique, sur les longitudes africaines. Puis
sur l'Atlantique, c'est un petit peu plus voilà, c'est des cellules plus petites. Donc on devine là une cellule de Walker climatologique avec de la subsidence sur l'Afrique qui ne va pas favoriser les pluies, la convection profonde. Donc la convection aura toujours un peu de mal à vivre, à se développer, parce que climatologiquement la branche ascendante de la cellule de Walker, elle est sur l'Indonésie. Et donc à droite, c'est la différence entre les deux champs, donc la différence entre le champ brut donc on soustrait la clim, et ça permet de voir une succession. Alors c'est un diagramme Hofmöller. J'ai des diapos qui expliquent plus tard, donc du coup il arrive un peu tôt ce diagramme. Donc le haut c'est le passé, la ligne c'est l'analyse, et le bas c'est la prévision dans le modèle. Donc là c'est le modèle déterministe, J+9. Et donc finalement, le diagramme de droite, on voit une alternance de zones vertes et marron qui se propagent. Alors pourquoi elles se propagent? Parce qu'on voit qu'elles sont en diagonale, c'est-à-dire qu'elles se propagent vers l'est, puisque en descendant, elles partent vers la droite. Donc c'est une propagation vers l'est, donc comme par exemple la Madden-Julian Oscillation, dont on reparlera dans les sessions suivantes. Et donc, et du coup là, on obtient des anomalies plutôt donc intrasaisonnières à l'intérieur de la saison, puisqu'on a soustrait la climatologie. Voilà, donc le fait de soustraire la climatologie et de ne pas travailler en champ brut, ça met beaucoup plus en évidence des anomalies et notamment le caractère propagatif qui n'était pas si net en champ brut. Oui, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Voilà. Alors, quand on a retiré la climatologie, il y a quand même quelque chose qui reste dans le diagramme de droite qu'on vient de voir avant, là. C'est ce qu'on appelle la basse fréquence. Donc en anglais, low frequency. C'est donc tout ce qui est supérieur à peu près à 120 jours. Alors, dans les sessions, dans les jeudis qui vont suivre, vous apprendrez ou vous réviserez comment lire les isolings de couleurs de toutes les ondes équatoriales. Donc je crois que c'est Philippe qui en parlera. Là, on va se concentrer sur les isolings en violet, en rose-violet, qui sont le filtrage de la basse fréquence. Donc en VP200, alors on reviendra tout à l'heure sur ce que c'est, mais on retrouve à la fois sur des diagrammes Hofmöller, du coup là vous voyez peut-être pas mon curseur, sur 60 Est, à la fois donc sur l'océan Indien, et puis sur un petit peu sur l'ouest de l'Afrique de l'Ouest, donc vers la Guinée là, il y a une anomalie de VP200, c'est-à-dire de divergence d'altitude. Donc ça c'est ce qui s'est installé ces dernières semaines. Donc pour cette saison 2022, on a des zones où on observe de façon récurrente de la divergence. Donc ça, c'est pas la climatologie, c'est justement ce qui se passe cette année. Donc c'est la première échelle que l'on va, enfin la deuxième après la climatologie, donc on la connaît. Et là, c'est la basse fréquence. Donc ça peut être influencé par le dipôle de l'océan Indien, par la Niña. Donc voilà, c'est ce qui va noter la variabilité interannuelle. Donc dans le diagramme de la diapo d'avant, c'était un peu compris dans ce qu'on avait appelé intrasaisonnier, mais c'est quand même différent de l'intrasaisonnier, c'est le interannuel. Là, ça va être toujours en violet sur les cartes et sur les diagrammes, y compris chez Carl Schreck. Alors, on arrive à une diapo un peu plus complexe et on va prendre du temps de regarder cette diapo. Vous voyez tout l'écran là, c'est bon, toute la diapo. Alors, c'est un extrait d'une publication récente de Vincent Moron, qui est un Français, et Andrew Robertson, qui est un des chairman du projet S2S de l'OMM. Donc l'article s'appelle Tropical Rainfall Subseasonal to Seasonal Predictability Types.
Donc, où ils ont donc défini des types de climat basés sur les types de variabilité, les échelles de variabilité. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que, en fonction de là où on habite, les pluies ne varient pas toutes avec les mêmes échelles. Donc ça, c'est important à expliquer à nos usagers. Donc, c'est le pourcentage, les 4 cartes, c'est le pourcentage d'anomalies de pluie associées à chaque échelle de temps. Alors, en haut à gauche, c'est la variabilité interannuelle. Alors attention, parce que les échelles en dessous, là, de couleurs, les échelles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les couleurs sont les mêmes, mais les échelles ne sont pas les mêmes. Donc attention, on ne peut pas comparer du bleu en haut à gauche avec du bleu en haut à droite. Hein, mais on va retrouver, on va synthétiser après sur le bas de la diapo, justement. Donc, ce qu'on remarque, par exemple, c'est que pour les côtes pour l'Afrique, par exemple, le sud de l'Angola, le Kenya, il a une variabilité interannuelle des pluies qui est importante et qui est justement une réponse souvent à l'ENSO et au dipôle de l'océan Indien. Ça veut dire que par rapport à l'Afrique de l'Ouest, tout le Sahel, en fait, puisque bon, l'Afrique est coupée en deux, mais vous voyez que ça va jusqu'au Sénégal. En fait, toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Tchad, République centrafricaine, etc., Cameroun, eh bien, a peu de variabilité interannuelle en termes de variance. Donc voilà, donc d'une année à l'autre, le cumul, les pluies ne changent pas tant que ça entre le El Niño, la Niña et le dipôle de l'océan Indien. Ça ne veut pas dire que ça change pas, mais ça change peu. Par contre, le climat du Kenya et a fortiori le climat de l'Indonésie et le climat du Pacifique dépend beaucoup varie beaucoup d'une année à l'autre, notamment avec l'ENSO. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, en haut à droite, c'est le pourcentage d'anomalies apportées par l'échelle intrasaisonnière, donc qui est typiquement l'échelle de l'oscillation de Madden-Julian. Donc là, encore une fois, on voit que certains pays, encore l'Angola, encore l'Est de l'Afrique, tout l'océan Indien, ont en fait, leur climat répond à la MJO, on va dire. Quand la MJO passe, ça fait varier beaucoup l'activité pluvieuse de ces régions-là. Alors ça peut être dû à l'inversion des vents, par exemple sur les massifs d'Afrique de l'Est. Si les vents viennent de l'ouest ou si les vents viennent de l'est, ça va changer beaucoup l'alimentation humide et les effets orographiques sur les zones montagneuses, par exemple. Voilà. Par contre, vous voyez que sur le centre du Pacifique, qui était très impacté par l'ENSO, eh bien en fait, la MJO n'agit pas beaucoup finalement, parce qu'en fait, en année neutre, la MJO en fait, elle se propage dans la ZCIT sur Hawaï et puis dans la ZCPS, mais elle n'agit pas là. Donc finalement, elle n'est pas variée beaucoup. Ensuite, en bas, en E, c'est la variabilité des échelles, alors qui sont au-delà du synoptique, plus grandes que le synoptique, mais plus petites que la MJO. Donc ça, c'est plutôt les modes de variabilité africains qui ont été décrits dans la littérature, donc le Sahel, le dipôle sahélien, le quasi biweekly zonal dipole, sont des produits qui sont disponibles des graphiques disponibles dans MISVA aussi, donc qui ont une variabilité de plutôt 15 jours, et puis aussi les ondes genre Equatorial Rossby, des choses comme ça. Donc là, encore une fois, on voit que c'est sur l'Afrique de l'Ouest, eh bien, ça varie pas beaucoup, ça fait pas varier beaucoup, en tout cas, le poids n'est pas très important. Par contre, il est important, encore une fois, dans l'océan Indien, sur la zone Angola, Mozambique, etc. Et canal du Mozambique. Voilà. Et ensuite, si on va à l'échelle synoptique, là, l'Afrique de l'Ouest apparaît en rouge, contrairement à l'océan Indien, justement. Mais ça veut dire que ce qui fait varier la pluie, c'est justement d'un jour à l'autre, période de 2, 3, 4 jours, ce sont les passages des lignes de grains, les orages plus isolés, un petit peu chaotiques. Et ça veut dire que ce que les gens vivent au jour le jour, ce qui fait varier leur quotidien, les habitants, c'est des lignes de grains qui se succèdent tous
3 à 5 jours, et des lignes de grains qui sont souvent liées à des ondes d'est, mais pas toujours, pas seulement. Donc des ondes d'est qui se propagent les 3 à 5 jours et qui font voilà des périodes des périodes plus pluvieuses et puis des lignes de grains qui partent à l'avant. Si on compare par exemple à l'océan Indien, hein, Sri Lanka, etc. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'au Sri Lanka, le temps ne change pas d'un jour à l'autre. Il change d'une semaine ou de 15 jours à 15 jours à cause de la MJO. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire que malheureusement, pour vous, Africains, ce n'est pas chez vous que l'atmosphère a une variabilité intrasaisonnière importante. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer des miracles quand même en termes de bulletins subsaisonniers, infrasaisonniers. Voilà, on peut trouver des choses, on va trouver des choses intéressantes, mais ça va être moins marqué que d'autres endroits du monde. Jean-Philippe, si tu as des choses à ajouter, hein, Oui, justement, je m'apprêtais à ajouter quelque chose concernant la convection. Ce que tu dis est encore pire parce que on avait fait un travail avec Romain, et on avait vu que la variabilité d'un jour sur l'autre, c'est-à-dire la persistance des précipitations d'un jour sur l'autre, était très très faible sur l'Afrique et que c'était la seule région au monde où c'était si fort. Ça veut dire que la variabilité dont tu parles, qui est très forte en dessous de 7 jours, je dirais qu'elle est même presque concentrée. Bon, il y a un pic autour de 1 jour. Voilà. Oui, c'est presque anticorrélé, je crois, non, c'est-à-dire que si là où il a plu un jour, parce que c'est 2 jours, on dirait. Voilà. C'est très piqué. Donc ça veut dire des événements qui sont très forts, mais qui durent très peu de temps. D'accord. Voilà. Et la mousson indienne, c'est pas du tout le cas. Voilà. Alors que là, c'est-à-dire que si on regardait ça en dessous de 2 jours, le rouge qui est sur l'Inde l'Asie disparaîtrait, je pense. Voilà. Ah oui, carrément, ouais. Pareil, une deuxième remarque là de ma part, c'est Philippe. Là, juste pour bien saisir ce qu'il y a à l'écran, c'est pas de la variance ou autre chose, des précipitations. Ça, c'est vraiment une classification par régime de temps. C'est vraiment ça l'apport de cette étude. Ça va au-delà de la variance, c'est-à-dire que c'est des régimes de temps dont Thierry vient de parler là. Et donc, en fait, le fait d'avoir des catégories comme en bas à gauche, là, en violet, le violet, ça correspond vraiment à un interannuel et un intrasaisonnier long faible, quelque chose qui est très piloté par le synoptique. Il y a des cas globaux qui montrent ça, mais globalement, l'Afrique est est un cas à part, en fait. C'est quasiment un des seuls endroits du monde où on a ce régime de temps-là. Donc, c'est quand même à avoir en tête aussi. Comme l'a dit Thierry, on a un régime de temps un peu plus long, autour de 20-90 jours sur l'Inde et d'autres choses à l'échelle du globe. Donc, je vous invite à lire cet article, mais la puissance de cette étude, c'est ça, c'est d'aller au-delà de la variance et de considérer tous les aspects de la variance, interannuel, intrasaisonnier long, intrasaisonnier court, pour classer les régimes de pluie. Ce qui fait que ça rajoute aussi du poids sur le fait que sur l'Afrique, un peu tous les modes vont jouer, surtout les modes synoptiques, mais aussi les modes intrasaisonniers intermédiaires, comme Equatorial Rossby. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ailleurs de la part de plus de... Juste une question, Thierry. En bas, les graphiques, l'axe vertical, les ordonnées, c'est quoi comme unité? De mémoire, c'est des pourcentages sur la partie droite, là, des pourcentages de contribution à la variance. D'accord, donc ça serait mettons, sur l'intra, ça serait du 1% pour l'Afrique. Oui. Ah oui, oui, même, oui. Oui, donc pour tout le monde, du coup, oui, j'ai pas expliqué les couleurs. Donc les auteurs de l'article ont créé un code couleur ils ont donc classifié en 6 types de climats. Et donc, vous voyez l'Afrique en violet, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est ce qu'on a vu sur les cartes du haut, c'est-à-dire que elle a une forte variabilité. En fait, ça reprend les cartes, mais sous forme synthétique avec des couleurs. Donc l'Afrique de l'Ouest, en tout cas sahélienne, apparaît est soudano-sahélienne,
apparaît en violet, ça veut dire ce qu'on disait, hein, c'est dominé par la variabilité synoptique. Alors que si on regarde, alors je sais pas à quelle échelle on peut regarder au niveau des pixels, parce que on a l'impression d'avoir les montagnes du Cameroun et les montagnes du Togo presque en vert, et presque le Fouta de Djallon, je sais pas, non, c'est pas exactement le Fouta de Djallon, mais on a du vert là qui est un petit peu un climat qui ressemble quand même au climat violet, là, parce que le vert, vous voyez, il est toujours à peu près au même endroit que le violet, mais un peu moins marqué sur les zones, sur certaines zones de l'Afrique de l'Ouest. Et globalement, ça ressemble quand même. Voilà, on va continuer, mais vous pourrez avoir des questions que vous pourrez reposer dans les sessions suivantes. Donc là, je voulais illustrer l'approche objet. Donc on dit qu'on essaye de suivre des objets. Donc là c'est un objet de grande échelle, un objet l'échelle d'un bassin océanique. Donc j'ai juste mis des images satellites de synergie pour montrer. Donc c'est des images qui sont séparées de quelques semaines, de 1 ou 2 semaines chacune, et vous retrouvez des amas à l'échelle d'un bassin océanique. Vous voyez que la première, l'océan Indien est très actif. Puis la deuxième, c'est le continent maritime, et puis la troisième, ça part sur le Pacifique Sud-Ouest, donc c'est en saison de l'été austral, ça. Et donc en fait voilà, donc déjà visuellement à l'image, on reconnaît des objets. Alors ils se propagent parce que là c'est une succession, qui se propage vers l'est, et ça c'est typiquement l'enveloppe d'une Madden-Julian, d'une oscillation de Madden-Julian, qu'on reconnaît visuellement quand on a la chance d'avoir un domaine. Si vous avez le domaine monde, vous pouvez voir comme ça quand la MJO est bien marquée, évidemment, hein, c'est pas toujours aussi net, et quand la MJO est bien nette, vous retrouvez comme ça une propagation à l'échelle d'un bassin océanique. C'est un objet enveloppe de la MJO, on va dire. Alors on le retrouvera en OLR, hein, en produit OLR, vous pourrez retrouver ce qu'on voit ici en infrarouge. C'est bon ? Donc une deuxième illustration de l'approche objet, donc sous forme synthétique. Donc ça c'est extrait d'un article de Beata Latos qui va être publié bientôt. Donc moi on est co-auteur de ça. Donc on a proposé ce petit schéma avec ce qu'on appelle les acteurs qui ont expliqué le creusement d'une tempête tropicale en Indonésie l'an dernier qui a fait beaucoup d'impact. Et donc on a investigué, on a trouvé quels étaient les acteurs, donc à la fois une MJO, une équatoriale Rossby avec des vortex symétriques par rapport à l'équateur, et puis une Kelvin numéro 1, une Kelvin numéro 2, et une MRG, une mixed Rossby gravité. Donc tous ces acteurs, on les a synthétisés un petit peu graphiquement. Donc c'est ça l'approche objet, c'est-à-dire de bien déterminer un peu ce qu'on suit, et en termes d'acteurs, le mot acteur il est important, c'est les acteurs du temps à l'échelle synoptique ou même à l'échelle intrasaisonnière pour la MJO. Voilà. Ensuite, je continue sur les paramètres utiles au-delà les paramètres utiles en prévision. Donc ici j'ai extrait tout ça c'est extrait de la documentation de MISVA, hein. Alors qu'on utilise toujours un peu l'abréviation en anglais, hein, Precipitable Water, est défini comme l'intégrale du contenu en vapeur d'eau sur la colonne atmosphérique et s'exprime en millimètres. Voilà. Donc c'est entre la pression de surface et le sommet de l'atmosphère. Donc c'est en fait donc PW représente la quantité de précipitation que l'on obtiendrait si toute la vapeur d'eau d'une colonne d'air se condensait. Oui, je l'ai remis en gros, voilà. Donc c'est globalement, moi je vois ça comme le carburant des pluies. Donc je vous ai mis une photo de cheminée. Alors évidemment les cheminées en Afrique vous connaissez pas forcément, mais en tout cas l'image de la cheminée elle est importante. Donc c'est le carburant, du carburant pour faire de la pluie. Alors attention, juste un petit inconvénient. Alors c'est très utilisé, très puissant. Il y a juste un petit truc à faire attention, c'est que comme c'est la colonne sur la verticale,
en fonction du produit que l'on regarde. Donc là, Philippe et Jean-Philippe vont nous compléter. Il y a des produits qui l'ont et d'autres qui l'ont pas. Je vous ai mis à droite une observation par les mesures satellites sur un produit américain. J'ai pas mis la source, c'est le CIMSS. Ça, c'est en bas à droite, c'est de l'observation. Et à gauche, c'est le produit MISVA d'eau précipitable. Vous remarquerez que les montagnes du Cameroun, le plateau de Jos, la petite diagonale des montagnes du Togo et le Fouta de Jalon ont des valeurs plus faibles. Et c'est normal parce qu'en fait, comme la colonne, elle part d'une altitude plus élevée, il y a moins d'eau précipitable sur la colonne. Sur ce genre de produit, en champ total, on aura toujours des minimums relatifs. Alors, ça peut fausser une vision synoptique. C'est pour ça qu'en anomalie, ça va être encore plus intéressant, parce qu'en anomalie, on va s'affranchir de ce problème-là. Et en observation, on l'a aussi, ici sur le produit satellite. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Philippe. Pour moi, c'est bon, non? Donc une diapo de Philippe encore une fois. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une relation. Donc il y a eu des études faites notamment au CNRM, qu'il y a une relation de seuil entre PW et la pluie qui est observée partout dans les tropiques. Donc selon les endroits, il faut voilà, il y a un seuil critique, on va dire, au-delà duquel il peut pleuvoir. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais en Sahel, c'est plutôt 45 mm. Ça doit être écrit dans les pages MISVA. Voilà. Et donc le gros avantage du PW, c'est que c'est beaucoup mieux représenté que la pluie dans les modèles de prévision numérique. Et ici, c'est un graphique de Philippe. Le biais du modèle CEP en pluie, il est très sec en rouge sur le Sahel. Et d'ailleurs, il est humide sur la zone Guinée, mais donc il est sec, il y a un biais. Alors, c'était une étude sur une version du CEP de l'an dernier, antérieure à la version actuelle. Donc, il faudrait éventuellement voir maintenant exactement ce qu'il en est, mais je crois que c'était sur la version de 2021, pardon. Et puis par contre, en eau précipitable, le biais il est presque supprimé. Donc ce dipôle de biais disparaît, ou en tout cas il est nettement atténué dans le PW. Ça veut dire que c'est un produit, c'est un paramètre qui est beaucoup mieux représenté, beaucoup mieux prévu, donc qui va être plus utile pour faire des prévisions. Alors voilà, moi je l'ai mis là, donc un minimum de 45 mm est requis pour initier les pluies sur le Sahel. Donc là c'est en bleu. Donc c'est voilà, donc sur MISVA, à partir du moment où c'est du bleu, l'isoling bleu, c'est 45 mm. Ça c'est important à savoir, puisque c'est à peu près le seuil qui a été démontré comme étant le seuil pour que des pluies puissent se produire sur le Sahel. Voilà. Et donc en haut c'est le champ total et au milieu c'est l'anomalie. Donc l'onde d'est africaine là se repère plus facilement en anomalie. Le Talweg est situé entre la zone sèche en rouge et la zone humide en bleu. Donc Philippe a tracé le Talweg en vert là. Donc le champ en anomalie permet beaucoup plus facilement de détecter les acteurs et le côté aussi propagatif. Et si on regarde ce qui a été observé par satellite, estimé par satellite en dessous, on voit que finalement les pluies, il a plu pas où c'était bleu en eau précipitable totale en haut, mais plutôt là où l'anomalie était bleu foncé. On voit que par exemple sur le nord du Ghana, le Togo, voilà la Côte d'Ivoire, il y avait du bleu, mais en anomalie c'était plutôt sec. En tout cas, c'était légèrement bleu, et finalement, il n'a pas plu pratiquement sur le Togo, le Bénin, le Ghana. Donc, c'est assez épatant là que finalement, ça marche presque mieux sur l'anomalie que sur le champ total. En tout cas, sur le Sahel, c'est comme ça. Un autre produit qui est dans MISVA, que vous avez l'habitude de regarder maintenant pour ceux qui ont déjà pratiqué, c'est l'exemple sur, l'eau précipitable sur une station.
Donc sur ces diagrammes, donc on ira les pratiquer après en exercice. Regarde-leur là. Donc vous avez à la fois des mesures, les petites croix. Donc j'ai pris Ouagadougou qui a des radiosondages qui sont faits très très régulièrement, donc c'est très bien, c'est un bon élève. Donc les croix c'est les RS, le rouge c'est l'analyse du modèle européen et le vert c'est la prévision du modèle européen. Donc l'analyse colle assez bien aux observations, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis du coup vous avez la prévision. Et puis à droite, j'ai mis la même chose, mais sauf qu'on n'a pas les observations de radiosondage à Dakar et à Lomé. À Lomé en bas, c'est Lomé, je crois, ouais. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'à Dakar, il y a des variabilités très fortes, pas forcément d'un jour à l'autre, mais justement sur des périodes de quelques jours. Donc vous avez, j'ai oublié de dire qu'il y a la climatologie, le cycle saisonnier en pointillé. Alors, j'ai un doute là, c'est le cycle saisonnier du modèle européen, c'est ça, hein, je crois. Hein. La réanalyse. La réanalyse du modèle européen, hein, parce que voilà, à chaque fois on parle. Voilà. Et vous voyez que donc à Dakar, il y a des variations très fortes, alors que à Lomé, alors Ouagadougou, c'est intermédiaire, il y a des bonnes variations, mais moins fortes qu'à Dakar. Et puis à Lomé, il y a des variations nettement plus faibles. Sachant qu'elles sont ces variations autour d'une valeur moyenne qui est nettement plus élevée. En fait, vous voyez le 45 mm. Alors on pourrait le mettre sur le graphique. Le 45 mm, il est déjà la climatologie est en train de l'atteindre à Ouagadougou. Elle n'est pas du tout encore à 45 mm la climatologie à Dakar, et elle l'est déjà largement pour Lomé, sachant que ce 45 mm, je crois, Philippe, il est plutôt valable sur le Sahel que sur la côte guinéenne, il me semble, non, cette valeur de 45. Oui, juste la remarque sur le chiffre 45. C'est vrai que c'est ce qui marche en statistique. C'est-à-dire qu'au-delà de 40 mm, on obtient 1 mm de pluie. Au-delà de 40 mm de PW, on obtient 1 mm de pluie. Au-delà de 45 mm de PW, on obtient 5 mm de pluie à peu près. Par contre, il faut bien avoir en tête que ça dépend quand même de la température, de cette relation entre PW et la pluie. Donc la température au cours d'une saison, elle est relativement stable d'une année sur l'autre. C'est pour ça que le chiffre 45 qui continue à marcher. Mais c'est vrai que ces dernières années, par exemple, sont plutôt chaudes. Donc à terme, il faudra vérifier que ce chiffre-là n'évolue pas. Voilà. Oui, avec le réchauffement climatique, c'est ça, il fait de plus en plus chaud, donc l'atmosphère peut avoir de plus en plus d'eau précipitable, c'est ça? D'eau précipitable non précipitable, enfin non sans pluie, quoi. Non. Interannuel, par exemple. Quand tu as une forte anomalie océanique là, chaude, comme c'était le cas l'année dernière, l'atmosphère agit, devient plus chaude aussi, et donc elle peut contenir plus de vapeur d'eau, et donc le seuil finalement pour déclencher les pluies se décale vers le haut. Voilà, donc encore une fois, c'est pas forcément la valeur absolue de l'anomalie qui est importante, c'est est-ce que l'anomalie permet d'atteindre le seuil, en tout cas pour les zones sahéliennes, les soudano-sahéliennes, le seuil de 45 par exemple. Voilà, donc il peut y avoir des anomalies qui sont pas suffisantes, qui sont pas efficaces. On peut appeler ça des anomalies efficaces. Je crois que Philippe avait travaillé là-dessus, mais là on va pas parler de ça pour l'instant. On va rester sur ce. Ça, en fait, on l'a déjà montré. Donc, c'était, en tout cas, ça c'était pour rappeler que donc au nord de 10 Nord, on utilise PW plutôt que des précipitations du modèle. On voit que c'était pour s'affranchir du biais énorme sec que le modèle CEP avait, en tout cas jusqu'à la saison dernière, avant la nouvelle version avec un nouveau schéma physique. Donc voilà, il faut compter peut-être avec un changement de comportement du modèle européen. J'ai pas eu le temps moi-même de regarder en détail ce qui avait changé. Alors on continue, l'heure tourne. On continue sur un autre paramètre utile, le potentiel c'est plus qu'utile, c'était carrément indispensable, le potentiel de vitesse. Donc en haut, je vous ai mis un extrait de la légende, de la légende extraite de Karl Schreck, donc de l'université de Caroline du Nord. Et puis les courbes qui sont là, c'est les courbes du Centre européen faites par Météo France. Attention, c'est pas la même chose, mais
C'était pour vous montrer que les couleurs finalement sont globalement les mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est le potentiel de vitesse? C'est la composante divergente du flux. Donc, pourquoi on regarde pas directement la divergence? C'est que la divergence, ça serait très bruité, un champ très très bruité, même au jour le jour d'ailleurs. Hein, alors que donc ça, le potentiel de vitesse est un paramètre non bruité. Donc, ça permet d'avoir des choses grande échelle et on voit beaucoup mieux la propagation et voilà, et ce qui va dominer. Donc en vert, alors là là ce que je vous mets, c'est une anomalie, où on a soustrait donc la climatologie. Donc en vert, c'est l'anomalie de divergence. Donc c'est toujours les mêmes couleurs. Hein. Le vert, ça fait penser à la pluie. Et le orange, ça fait penser à la sécheresse, donc c'est normal, c'est pour faire penser donc que la divergence, elle va favoriser des ascendants. Enfin, la divergence à la tropopause, puisque c'est la tropopause, va se traduire par des ascendances dans les couches, en tout cas les couches supérieures, on va dire. Et puis la convergence en orange, elle va se traduire par de la subsidence. Donc la divergence va être favorable aux pluies et la convergence va être défavorable aux pluies. Donc, alors, c'est un bon marqueur de la convection. Alors, la première question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que c'est pas la conséquence de la convection qui crée la convection profonde crée sa divergence, comme quand il y a un cyclone ou quand il y a un MCS, il va générer de la divergence à la tropo. Donc au début, on se dit, oui, mais est-ce qu'on est sûr que c'est bien la cause et pas la conséquence? Alors une réponse en tout cas qui permet de se dire que c'est la cause, c'est que quand c'est propagatif, quand on voit un signal qui se propage comme ici d'est vers l'est, eh bien on peut penser que c'est un signal donc indépendant un petit peu presque de ce qui se passe en dessous en termes de convection, et donc c'est un signal de divergence propage, donc qui peut être la cause en arrivant sur une autre région de la convection. Ça va être un ingrédient qui va favoriser la convection, si je suis clair. Alors attention, selon les produits qu'on regarde, j'ai mis attention aux échelles de couleurs parce que entre Météo France, CNRM, des sites internet comme Karl Schreck, etc., vous pouvez avoir des couleurs pour des valeurs différentes. Donc c'est en mètres carrés par seconde. Et voilà, donc on peut parfois être induit en erreur. Enfin, on peut penser que c'est plus fort ou pas, mais c'est parce que les couleurs. Donc, faut toujours faire attention aux légendes quand on travaille avec des graphiques dans tous les domaines. Thierry. Oui, écoute. Juste par rapport au débat cause-conséquence, je voulais rajouter, c'est un débat très important, hein, mais je voudrais rajouter quelque chose, c'est que la convection a des échelles de temps qui sont petites, hein, inférieures au jour en général, quelques heures. Alors que donc la convection agit comme une source de mouvements verticaux qui se répercute ensuite à plus grande échelle dans la dynamique avec ces circulations divergentes, convergentes. Et la particularité de cette dynamique, c'est qu'elle persiste dans le temps. Elle a une échelle de temps beaucoup plus grande. Donc, en fait, il faut voir la grande échelle qu'on voit à travers ce paramètre potentiel de vitesse et de l'autre côté, la convection, comme deux choses qui interagissent. Et qui se font un peu la courte échelle. C'est-à-dire que d'un côté, la convection va stimuler ces zones de divergence, mais la convection va s'arrêter très très vite, inférieure au jour en général. Et le lendemain ou plus tard, cette zone de divergence qui persiste va aider la convection à démarrer.
à se déclencher. Donc il y a ce jeu dans les deux directions mais c'est un débat très très important et c'est important de comprendre ces différences d'échelle temporelle. Voilà. Ouais, c'est très très bien très très clair ce que tu dis. Mais même pour moi, c'est important de bien comprendre ça là. La courte échelle, c'est très très bien. Ça me fait penser à un mésoconvectif vortex, par exemple, à MCV, qui aurait été créé par un MCC, et qui ensuite, lui, va durer toute la journée du lendemain, et il va pouvoir, et même, on le voit en Afrique, hein, sur la côte guinéenne, quand il y a un gros MCC, ça crée un vortex des couches moyennes qui continue dans le flux ensuite, qui est créé par la convection. C'est souvent lié aux forts épisodes pluvieux de la côte guinéenne là au mois de mai-juin. Effectivement, à une échelle plus petite, donc, mais c'est vrai que ce que tu dis là pour la grande, enfin, oui, Alors, voilà, il faut que tout le je monde comprenne bien ça. rajouterai Ouais. un mot, c'est que j'aime bien, c'est que en gros, ce champ de grande échelle, divergence-convergence, c'est un peu la mémoire de la convection. Ouais. Voilà. Très bien. Ah oui, excellent. Ça ajoute une mémoire qui va permettre de structurer des choses. Après, la dynamique de l'atmosphère fait que ça va exciter des ondes dont tu vas parler, ça va nourrir ces ondes qui, elles, ont leur propre dynamique et comportement. Voilà. Mais on Oui. voit ce jeu subtil entre deux acteurs, hein, la convection et la dynamique de grande échelle. Voilà. Via cette Ouais. mémoire. Et oui, donc oui, c'est un peu, en fait, c'est un peu comme une houle qui a été créée par une tempête et qui se propage et l'état de la mer, voilà, se propage comme ça. Donc là, ce qui se propage, c'est donc une ascendance au niveau de la tropopause. Donc moi, j'associe ça au tirage de la cheminée, mais encore une fois, pour des Africains, c'est pas forcément. Mais en tout cas, si vous avez une cheminée, vous mettez du carburant dedans, enfin vous mettez des bûches, mais que mais elle est bouchée, bah ça va pas tirer et vous aurez pas le feu va s'étouffer. Donc moi je le vois comme ça. Je pense que ici. Donc on a le VP à 200 et on a aussi le VP à 850. C'est-à-dire qu'on a aussi une propagation à 850 de zones de grande échelle, de convergence et de divergence. Mais là on va plutôt chercher la convergence. Donc vous verrez sur MISVA, on va aussi avoir des propagations parfois très très nettes en VP 850. Donc maintenant la même chose vue en diagramme de Hofmöller. Donc je vous ai mis la photo de Monsieur Hofmöller qui a publié en 1949. Donc c'était un Danois mais qui s'est fait embaucher au service météo suédois. Donc au départ c'était un haut barré, c'est pas un haut tréma, attention. Et ensuite à la suédoise c'est avec un haut tréma. Et donc c'est lui qui a inventé ça. Donc à droite vous avez le champ total en haut, donc ça c'est les cartes de MISVA, et l'anomalie en dessous. Et puis, donc, il faut prendre l'habitude de travailler en diagramme de Hofmöller. Donc là, on est sur quoi? Oui, on est toujours sur la prévision là, par rapport à en ce moment. Et donc, on reconnaît. Alors là, on va pas regarder forcément les couleurs des isolines qui sont les filtrages. Avec là, c'est la MJO qui est en rouge. Vous reverrez ça dans les sessions suivantes, mais en tout cas, on devine en couleur verte, c'est les anomalies de divergence qui se propagent, puisqu'en fait, elles sont en diagonale, elles partent en diagonale, et donc la pente de la zone verte, de l'alternance zone verte, zone marron, va nous dire à quelle vitesse se propage cette anomalie. Et donc, une vitesse rapide, en fait, ça va être une pente faible, ça va être presque horizontale. Ça va être des Kelvin qui vont vite. Et puis une pente marquée, comme il y a en rouge ici, ça va être les MJO qui se propagent lentement. Donc ça, il faut prendre l'habitude de relier la pente de pattern de couleur avec le type d'onde. Mais ça vous le referez dans les sections d'après. Alors ici, une illustration sur la saison 2019. Donc le Hofmöller de VP200
entre avril et fin juin. Donc c'est la grande saison des pluies sur la côte du golfe de Guinée là. Et à droite, vous avez encore un produit Misva. On l'a encore ce produit Misva là, je sais plus si on l'a toujours celui-là. Oui, on l'a encore. Oui. Qui est dans la boîte. Alors donc c'est les latitudes et donc c'est l'intensité des pluies de trim par satellite dans la boîte 10 est 10 ouest je crois. Donc plus c'est rouge, plus ça veut dire qu'il a plu à ce moment. Il a plu. Oui. Oui. Thierry, juste une remarque. Au dernier briefing mardi, j'ai insisté sur le fait de regarder ces diagrammes. Ah. Hein, je vous les ai montrés et de l'intérêt que ça permet de voir l'évolution de la mousson dans différentes boîtes. Par contre là, Thierry vous l'a mis en vertical, hein, et en horizontal. Mais bon, c'est un détail. Je fais cette liaison parce que ça permet un peu de mieux comprendre un peu tout ça. Oui, c'est ça. Je l'ai mis en vertical pour que ça colle avec le diagramme of Muller. Et c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude, mais c'est un peu comme les anciennes écritures. Au début, c'était horizontal, après c'était vertical. Enfin bref. Donc, on repère notamment. Alors, et là, j'ai mis les extraits du site floodlist.com qui relate les gros épisodes d'inondations dans le monde. Puis j'ai même mis une alerte météo du service météo de la Sodexam en Côte d'Ivoire ici là. Donc il y a eu des épisodes. J'ai mis des étoiles sur les épisodes, les gros épisodes d'inondation, et notamment donc la période que j'ai mise en vert 13 mai 8 juin là plus, ça veut dire une forte divergence. Voilà, il y avait une petite période 1er 15 avril. On voit que du 16 avril au 12 mai, il a plu beaucoup moins. Alors, on voit que en latitude, les pluies gagnent progressivement les latitudes sahéliennes. Hein, c'est très progressif. Voilà. Et puis ensuite, à partir du 9 juin jusqu'au 3 juillet, c'est beaucoup plus calme à nouveau. Voilà. Donc ça, c'est déjà en premier abord, comme on disait, eh bien le VP200 traduit des périodes actives. Alors encore une fois, ça peut être aussi, comme on disait, la conséquence de la pluie qui est en dessous, mais là par contre comme on voit que ça vient de loin, ça se propage depuis l'Atlantique, donc on voit que c'est pas seulement la réaction à ce qui s'est passé, puisque le signal de divergence d'altitude, il est arrivé, donc c'est un ingrédient qui est arrivé sur l'Afrique et qui a donc contribué à faire ces inondations, ces fortes pluies et ces inondations. Allô Thierry? Oui. Ok, merci. En fait, je voulais juste avoir des précisions par rapport à, je vois à partir du 13 mai au 8 juillet, par là, je vois près 14 décès dus à l'inondation, et ce n'était pas mieux de mettre la source d'information. Oui, oui. Toute la source, toutes ces dépêches là, c'est le site qui s'appelle floodlist.com. Oui, je l'ai pas mis là. Je rajouterai, oui, Floodlist. Je mettrai le lien. C'est un site très connu qui travaille avec Copernicus, très sérieux. Ok, merci. Ah oui. Ok. Voilà. Alors ensuite, paramètres utiles, l'intégrale sur une couche. Donc on peut faire l'intégrale de l'humidité, donc l'eau précipitable. On va parler de la monsoon, l'épaisseur de la mousson, la monsoon depth en anglais. Intégrale de température, intégrale de vent méridien, intégrale, on peut faire l'intégrale du tourbillon, des choses comme ça. Donc ici un produit qui existe depuis longtemps dans Misva. Donc j'ai fait un copier-coller de ce qui est écrit dans la documentation. Donc alors c'est toujours des abréviations en anglais. C'est ça qu'il faut faire attention. Monsoon depth, la profondeur de mousson, l'épaisseur de mousson, ouais. C'est une mesure thermodynamique de l'épaisseur de l'air humide dans la couche et représente un champ plus lissé que les mesures dynamiques de l'épaisseur de mousson basées sur les champs de vent. Donc encore une fois, c'est une construction d'un paramètre qui permet d'avoir des choses moins bruitées. Il est lissé, il peut aider à repérer les pénétrations et les retraits de la mousson, ainsi que les positions du talweg de mousson, où l'épaisseur est maximale, et du front intertropical, où le gradient est le plus fort. Et il y a en plus l'ajout du vecteur cisaillement
Donc là, c'est pas une intégrale, mais c'est une différence entre le vent à 600 et le vent à 950. C'est la différence vectorielle. Et donc les grosses flèches noires, c'est le cisaillement vertical, qui est très utile dans la propagation de la convection. Donc c'est le vent à 600 moins le vent à 950 en vecteur. Donc le bleu, là, le bleu, l'échelle de bleu, bah, c'est les moussons très épaisses, et puis voilà, plus c'est bleu, plus c'est épais. Donc ici, voilà, il y a un maximum de 4000 mètres d'épaisseur de la mousson, donc de l'air humide dans la zone bleu foncé. Tu veux ajouter quelque chose, Jean-Philippe? Non, non. Allô? Oui? Allez-y, oui? Oui, c'est conseiller à la langue Burkina. Je voulais poser une question. Je ne sais pas si on peut la poser directement. Oui, allez-y, oui. Oui, Oui. l'épaisseur de la mousson est définie en fonction de quoi? Est-ce que c'est la direction des vents ou bien c'est sur la TD ou ainsi de suite? Je ne sais pas, c'est quelle caractéristique de l'air qui sont utilisées pour déterminer cette épaisseur-là? Oui, bonne question. Jean-Philippe, c'est à toi de répondre. Jean-Philippe est là ou pas? Tu pourrais me répéter la question. Oui, la question c'est comment c'est construit cette épaisseur? C'est quels paramètres précisément? L'humidité, mais quoi dans l'humidité? Enfin, comment est prise en compte l'air humide pour définir cette couche de mousson? Il y a un seuil, il y a. Non. Alors, c'est un paramètre qu'on a construit avec Doug Parker, un anglais, et il tient compte de l'eau précipitable sur l'ensemble de la colonne. Hein. Et il tient compte également de la température et également il tient compte donc de l'altitude de la station, parce que pour empêcher, pour s'affranchir du problème du relief, comme souligné par PW, sur les reliefs hauts, on minimise PW, on fait une intégrale également jusqu'au niveau de la mer en prolongeant ce qui se passe en surface. Voilà. Donc, je crois que j'ai mis la formule, elle y est dans le handbook, mais je crois l'avoir mise dans la documentation. Voilà. Ok, donc c'est un PW extrapolé en fait. Il y a une partie extrapolée sous le trait et ça tient compte donc de l'humidité dans les basses couches pour prolonger. Voilà. Mais par exemple, comment on détermine que c'est 3000 ou 4000 la hauteur le top de la. Alors, parce que ça peut être beaucoup d'eau précipitable, pas très haut, et tu vois ce que je veux dire, enfin. Alors ça fait pas la distinction. En général, ce qu'il faut voir, ça tient pas compte de la distribution verticale de l'eau. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie de l'eau totale, le PW, est concentrée en dessous de 600. Donc là où il y a vraiment le flux de mousson. Les variations d'humidité au-dessus jouent très très peu. Voilà, c'est ça qui est. Bon, après, c'est assez technique. S'il y a des questions, je vais expliquer amplement dans le handbook en tous les cas. Dans le chapitre. Bon, on pourra en discuter dans les prochaines sessions donc, de ce problème, de ce point-là. C'est Philippe, juste un commentaire. Quand on dit épaisseur du flux de mousson, il faut bien voir que c'est une mesure de l'humidité. Hein. Ça reste de l'humidité en fait. C'est pas l'épaisseur du mousson. Ouais, d'accord. C'est quasiment presque une mesure de l'humidité relative dans laquelle on a corrigé l'effet du relief. Ok. Voilà. Ensuite, on passe au vent méridien intégré sur la verticale. Alors là, il faut prendre l'habitude de regarder ce produit. Hein, c'est pas. Il faut bien. Chaque fois, il faut se reposer la question de ce que c'est. Donc, je l'ai mis. Les couleurs, c'est l'intégrale du vent méridien sur la couche 925-600. Donc, c'est une grande profondeur, on va dire,
En bleu, c'est l'anomalie de sud, donc la composante sud de cette couche. Et les flèches, c'est la composante. Alors, c'est le vent. Enfin, c'est le vecteur vent, on va dire, sur la couche des basses couches 925-850. Donc là, les flèches, elles peuvent être dans n'importe quelle direction, hein, c'est ça. Et c'est le vecteur vent, quoi. C'est ça, c'est le vecteur vent horizontal. Et par contre, les couleurs rouge et bleu, c'est la composante méridienne. Voilà, donc bleu pour les remontées humides, enfin c'est pour traduire un petit peu les remontées de mousson, et rouge pour retraduire pour traduire plutôt les advections d'air sec venus du nord. Juste une remarque justement à ce sujet-là, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont l'habitude de regarder d'autres produits sur le paramètre V, notamment chez Karl Schreck, etc., ou sur Météo France, le site Seasonal. C'est que en général, on est habitué au rouge pour le sud, la composante sud, et le bleu pour la composante nord. Enfin, en tout cas, moi, je suis habitué. Il faut juste penser que là, le bleu, c'est la composante sud. Si ça gêne quelqu'un, mais Alors, voilà. Oui. juste une remarque. Je pense qu'on reviendra sur ce paramètre qui est très important pour les ondes d'est. Je serai chargé de la partie ondes d'est pour la formation en août. Et parce que cette carte est quand même assez complexe et il faut y passer pas mal de temps parce que les flèches sont sur une couche qui est plus mince que les couleurs. Vous voyez, hein, Ouais. à cause de la présence du jet. Donc, ça nécessite quand même de regarder en détail sur des cas précis ce que ça veut dire. Voilà. Mais en tous les cas, quand le rouge est en phase avec un flux de nord qu'on voit et réciproquement le bleu bien en phase avec un flux de sud dans les plus basses couches. Là, ça veut dire que c'est très intense et que l'ondulation est très très bien marquée, hein, et que le flux de mousson ou le flux d'harmattan en rouge est très épais et bien organisé. Voilà. Mais il y a des cas où c'est mélangé un peu. Voilà. Pour faire bref. Très bien. Alors, juste encore un rappel de l'avantage de travailler en anomalie, on en a déjà parlé. Ici, c'est Philippe qui a sorti un champ total, donc c'est la moyenne hebdomadaire, donc en champ total de PW. Là, on est en 2015, au mois de juin, donc à l'échelle globale. Donc, on retrouve la grande saison des pluies de la zone de Guinée, de la zone Guinée, et d'une semaine à l'autre. D'une semaine à l'autre, hein, Philippe, c'est ça. On a du mal visuellement à voir des choses, quoi. L'œil d'un prévisionniste a du mal à. Bon, on pourrait zoomer, vous me direz, mais voilà, on voit pas trop de changements d'une carte à l'autre comme ça au premier abord. Et évidemment, dès qu'on met en anomalie, on voit des structures, donc des objets. Des anomalies sèches donc on voit assez vite le côté propagatif aussi. Donc ça vous avez pas mal l'habitude sur MISVA, mais voilà, c'est encore une fois pour rappeler cette puissance des cartes d'anomalie. À noter que les cartes d'anomalie donc qui étaient présentes dans MISVA depuis je crois 2011, hein, il me semble. Elles se répandent aussi dans les cartes des latitudes tempérées, hein. On a de plus en plus de sites internet américains notamment, ou qui proposent, y compris sur l'Europe, des anomalies aussi, hein, qu'on n'avait pas l'habitude de travailler avec les anomalies avant. Et bien, cette méthode d'anomalie, elle se répand, hein, depuis les tropiques vers les latitudes tempérées. Voilà. Donc là, j'ai fini les diapos pour rappeler. Donc, on récapitule. Je vais remettre la première diapo sur les concepts, hein. Donc on a dit, hein, prévision sans couture, une approche objet, des paramètres qui sont meilleure prévisibilité que la pluie, des champs d'anomalie plutôt que des champs totaux, et une approche multimodèle. Là j'en ai pas parlé, mais multimodèle, ça veut dire que dans MISVA on regarde aussi CFS pour voir si les modèles sont d'accord sur la MJO, sur les ondes équatoriales, des choses comme ça.
Donc c'est important aussi de regarder si les autres modèles ont la même idée de scénario. Voilà. Donc il est déjà 2h moins 20, donc on va faire un quart d'heure de pratique sur Misva maintenant. Donc je vais aller, on va regarder ensemble sur Misva, de revenir sur l'accueil. On va essayer de regarder ensemble accès aux produits. Donc encore une fois, vous avez les briefings sont ici. Donc vous avez prévision subsaisonnière et prévision synoptique qui sont bien séparées. Alors, il faut prendre l'habitude de se rappeler un peu parfois où sont les choses. Tout n'est pas, voilà. Donc, si on commence par le VP200. Oui, t'es toujours dans ton partage de documents là. Ah mince, pardon, oui. Alors, tac. Alors. Voilà, je partage Misva. Voilà, je partage Misva. Voilà, donc vous avez l'onglet prévision Alors maintenant, oui, de plus en plus, on dit subsaisonnière, ça va plus vite. C'est le même mot qu'en anglais. Plutôt que infrasaisonnier qui est un peu long. Alors à l'OMM, on trouve beaucoup de documents où il y a écrit infrasaisonnière, mais c'est pareil, donc saisonnière, c'est du latin de toute façon. Donc, voilà. Alors, je réfléchis. Alors donc, si je vais dans carte subsaisonnière, donc il faut aller chercher le lundi, parce que c'est le lundi que le modèle sort. En tout cas, dans Misva, vous disposez du modèle du lundi. Le modèle sort 2 fois par semaine. À noter que bientôt, on va avoir un modèle tous les jours. Mais en tout cas, dans Misva, pour l'instant, c'est le mardi. C'est le lundi, pardon. Faut cliquer dans le lundi. Alors, on va aller dans carte filtrage. Donc je suis dans subsaisonnière. On va aller dans je sais pas par quoi commencer. Je commence par ça. Oui, sur la partie anomalie, ouais. Tu peux montrer le brut et anomalie, par exemple. Voilà. Oui, donc voilà, on est dans l'eau précipitable du coup. Et alors à gauche les pluies. Non, ouais, mais là je suis en pluie là. Je suis un peu perdu aussi moi-même. Sinon, mets-toi sur la partie synoptique peut-être, ça sera plus. Ouais, synoptique carte alors, ouais. Alors, si vous cherchez le potentiel de vitesse, il faut aller dans prévision synoptique, carte, globale, parce que si vous allez dans Afrique, vous n'aurez pas le potentiel de vitesse, vous aurez le PW, des choses comme ça. Donc si vous cherchez le potentiel de vitesse, il est là, Velocity Potential en anglais, là. Et là, vous avez le choix entre 200, donc par défaut, vous êtes sur 200, vous avez aussi 850 et 700. Donc il faut cliquer dessus pour que ça soit en grand, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez de mon écran, là, du coup, par rapport à moi. C'est bon, on y voit. Alors, dans un premier temps, on ne regarde pas les isolignes de couleurs, qui sont les filtrages que Philippe applique, mais on va regarder les couleurs vertes et marron, ocre. Donc, à l'analyse le 23, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'analyse du modèle européen. Donc là, on est dans le modèle déterministe qui va de J à J+9. Donc à l'analyse, en champ total en haut, on retrouve un petit peu la climatologie, c'est-à-dire que le continent maritime, la mousson asiatique est très divergente. Donc vous avez à la fois le potentiel en couleur et vous avez les flèches
regarde ce qui est écrit. C'est les flèches de divergence, hein, c'est ça, Philippe. Hein, je regardais juste si c'était écrit ou. Oui, c'est le vent divergent. Voilà, le vent divergent. Donc on reconnaît bien ici, notamment sur le golfe du Bengale, et même en mer d'Arabie, là, vous voyez bien la divergence, très forte en champ total. Vous avez une zone de divergence relative avec les flèches au large de la Guinée, parce que c'est quand même en couleur pratiquement peu convergent, on va dire. Oui, alors là, il faut expliquer, Philippe, parce que tu vois, moi-même, quand je regarde en détail, je ne comprends pas pourquoi la couleur, c'est une couleur convergente, alors que les flèches sont divergentes. Enfin, diffluentes, en tout cas. En tout cas, les flèches ont. C'est le gradient qui compte. C'est le gradient qui compte. Et oui. D'accord, c'est dans la définition du potentiel de vitesse, en fait, c'est ça. D'accord. Oui, en plus, je pense que la première couleur orange, là, il n'y a pas de blanc. C'est-à-dire, elle est entre -1 et. Ouais, c'est un peu tangent, ça. Non, c'est ça, oui, c'est le gradient qui compte. Ah oui, j'avais pas vu que le vert, il était entre -1 et 1, en fait, le premier vert, d'accord. Oui, Ah oui. attention à la palette. J'avais même pas fait attention, moi, tiens. Bon, voilà. Oui. Pour que les gens comprennent bien, on peut comparer cette carte à une carte de relief. Donc les couleurs, c'est le relief, et les flèches, ça serait l'écoulement de l'eau qui s'écarte des reliefs, des parties élevées, voilà, et qui est donc perpendiculaire dans le sens de la pente, voilà. Voilà, donc merci. Donc en champ total en haut et en bas, donc c'est l'anomalie où on a retiré la climatologie. Et donc alors là on essaye pour l'instant de faire abstraction des isolings, c'est pas facile, mais donc on va retrouver une anomalie verte sur l'Afrique et très verte au large de la Guinée. Ça veut dire que par rapport à une saison normale, en ce moment, l'atmosphère est plus divergente à la tropopause qu'une saison normale, qu'une année normale, enfin qu'une année moyenne, on va dire, en moyenne. Donc l'atmosphère est plus divergente sur l'Afrique, bien que en champ total, on ait une atmosphère convergente. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et je me permets une remarque juste. Là, ça rejoint un peu la remarque qu'on faisait tout à l'heure. Si on reprend l'anomalie verte en bas, qui est globalement divergente là, sur l'Afrique, sur l'Afrique de l'Ouest, on voit que c'est une structure de grande taille. Et par contre, évidemment, un système cognitif qui va se développer là-dedans, il est de beaucoup plus petite taille. C'est aussi pour ça qu'il arrive à se développer en fait. Il a une échelle où il peut faire quelque chose, comparé par exemple à une suffisance de grande échelle qui est faible mais qui est assez étendue. Et donc quand on avance en échéance J+1, J+2, alors on va voir des variations d'un jour à l'autre. Parfois on devine et on voit des propagations. Alors il y a à la fois la grande échelle. Donc en fait ce qu'on voit ici, c'est qu'en anomalie, on a globalement un nombre d'ondes 1, c'est-à-dire qu'on a une grande zone verte et une grande zone marron autour du globe. Donc ça c'est important. Alors ça pourrait être en anomalie, ça pourrait être l'anomalie. Si elle ne bouge pas, si elle était fixe, ça pourrait être la Niña ou le dipôle de l'océan Indien, qui sont des grands forçages. Mais dans ce cas-là, il faudrait pas que ça bouge. Et quand ça se propage lentement, bon là c'est jour après jour, donc c'est pas très rapide, mais comme là vous voyez que ça se propage. Et alors après on a du mal le nombre d'ondes 1 a tendance à disparaître. Vous voyez que sur le Pacifique, la zone marron, elle est coupée en deux finalement. Je sais pas si vous voyez. Donc, mais quand ce nombre d'ondes 1 se propage, ça veut dire que c'est la MJO. La MJO, c'est vraiment le phénomène qui est de nombre d'ondes 1 et qui se propage. Et à partir du moment, quand on est à J+9, là, vous voyez que vous avez vert, marron, donc là, vous êtes en nombre d'ondes 2. Donc, nombre d'ondes 2, ça veut dire qu'il y a autre chose que la MJO et il y a, bon là, on devine, enfin, on aide parce qu'il y a du bleu, c'est une onde de Kelvin qui vient ajouter une onde de petite échelle, d'échelle un peu moins grande que la MJO, qui fait qu'il y a plus un nombre d'ondes 1, mais il y a plutôt un nombre d'ondes 2.
clair pour tout le monde, ça. Donc je vais vous montrer le potentiel de vitesse à 850, parce qu'on le regarde peut-être pas souvent, mais c'est pas inintéressant quand c'est bien propagatif. Donc, je vais revenir à J+1, à J. Alors J c'est un peu compliqué, donc on va avancer un petit peu peut-être, tac tac tac. Voilà, donc même à 850, on a des enveloppes, on a un nombre d'ondes 1 aussi. Hein. Alors on va retrouver d'ailleurs ici une isoligne noire qui est la MJO, mais ça vous le réétudierez avec Philippe plus tard. Voilà, et donc je vais me concentrer sur l'isoligne violette qui est, vous avez la définition des couleurs ici, je vous rappelle, qui est la basse fréquence. Donc ça veut dire que toutes ces semaines, les dernières semaines, et en incluant donc dans ce cas-là, c'est les 9 jours de prévision, Philippe. Eh bien, il y a une anomalie convergente par rapport à une année normale, une année moyenne, sur l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Donc il y a une réponse, il y a une mémoire, comme disait Jean-Philippe, de l'atmosphère à ce qui s'est passé. Une mémoire de convergence qui s'est installée. Donc là, on va dire c'est suite à tout ce qui s'est passé, probablement, hein, parce que c'est la mémoire de toute la convection, toutes les fortes pluies qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et donc c'est intéressant, c'est que, comme disait Jean-Philippe, il y a une anomalie qui s'est installée suite aux pluies, mais qui du coup est favorable à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, aux pluies qui vont vouloir se former. C'est ça, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, sachant que sur la basse fréquence, il y a quand même un rôle de l'océan qui agit plus comme un forçage de cette basse fréquence. Et une remarque aussi sur ces graphiques, là tu t'es mis à 850, il faut bien voir que le code couleur là, de la palette de couleurs, ce qui est colorié, c'est la même convention que pour 250 hectopascales. C'est-à-dire que là où c'est favorable à la convection, c'est en bleu-vert. Donc ça montre là pour le coup les zones de convergence. Oui, tu as inversé les couleurs de l'échelle pour que le vert veuille dire la même chose. C'est important de le dire, oui, le vert. Ouais, voilà, l'échelle est inversée, oui. Voilà, comme tu disais, oui, c'est intéressant, c'est important de dire que l'océan, en tout cas dans les basses couches là, l'océan, les gradients d'anomalies d'océan induisent des anomalies de vent, puisque le vent se dirige vers les eaux chaudes et sort des eaux froides, et donc va induire des convergences dans les zones de gradient de SST, hein, c'est ça, hein, je pense. Hein. C'est ça, ouais. Ok. Vous pouvez couper, hein, si vous... Alors en PW, toujours à grande échelle. Donc là, on est toujours à grande échelle. On retrouve en carte PW, donc là, on est dans des cartes toujours déterministes, mais à grande échelle. Toujours cette notion d'anomalie et de champ total en haut. Donc on est en mois de juin, donc c'est la saison des pluies de la zone de Guinée, du golfe de Guinée, donc on a bien le max de PW sur la côte. Voilà, vous retrouvez la mousson indienne qui a démarré, de très fortes quantités d'eau précipitable en ce moment sur le Bangladesh où il y a eu des énormes inondations du côté de Cherrapunji là. Voilà. Donc la ZCIT Atlantique. Puis en anomalie, alors là on est à l'analyse. Donc vous retrouvez du vert foncé. Alors si encore une fois au début on essaie de s'affranchir des isolignes, on regarde que les couleurs, c'est pas évident, mais on a une anomalie très humide sur le Sénégal, Mauritanie, voilà. Et puis on a plutôt là une anomalie sèche sur l'Afrique de l'Est. Voilà. Bon, ça c'est pour avoir une vision plus globale, mais évidemment après on a les cartes sur l'Afrique parce que ça fait un petit peu. Et quand on travaille que sur l'Afrique de l'Ouest, c'est pas assez visuel. Voilà. Je vais peut-être pas montrer la fonction de courant aujourd'hui, Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Que j'en ai pas parlé dans les diapos là. Sur les cartes de PW là, sur l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc je vais sur l'Afrique de l'Ouest en PW. Oui, puis on ira voir le vent moyen, puis après. Ok, donc le PW, donc vous connaissez, c'est vraiment ce qui est le plus connu. Donc à gauche le champ total, à droite l'anomalie et les vecteurs vent, les vecteurs anomalies de vent à 925. Enfin, le vent à 925 en vecteur à gauche et l'anomalie
à droite, en vecteur anomalie. Donc toujours l'isoligne, alors en tout cas à gauche, l'isoligne bleue, c'est le 45 mm. Bon, par contre à droite, le bleu veut dire autre chose, veut dire 1 mm. Voilà, donc ça permet à la fois de remarquer, de repérer les valeurs d'anomalie, les propagations, et de lier ça à l'anomalie de vent. Donc si on regarde par exemple, donc sur le golfe de Guinée, il y a très peu d'anomalies, il y a pas d'anomalie de vent du tout pendant pas mal de jours là. Peut-être juste une remarque là, le temps que tu Ouais, mis les figures et tu ouais. les regardes. L'intérêt de travailler en champ brut en anomalie, d'un point de vue prévisionniste, hein, c'est qu'en fait, le prévisionniste, s'il regarde que les champs bruts, pendant des années, il va se construire sa propre climatologie en fait. Se dire, sur cette période, on a plutôt un vent fort, un vent d'ouest, une eau précipitable forte. Et en fait, il va la retrancher tout seul, sa climatologie. L'intérêt d'avoir l'anomalie à droite, c'est qu'en fait, c'est quand même un gain de temps pour un gain d'expertise en fait, qui permet d'objectiviser ce qu'un prévisionniste en fait avait l'habitude de faire. Et ce qui permet justement de dire des fois, ah, ben là, j'aurais pas cru, mais il y a effectivement une anomalie humide dans cette zone. Donc c'est le principal apport. Et sur l'eau précipitable, encore une fois, c'est vraiment important de considérer l'anomalie pour les structures propagatives à droite et le total pour savoir si on est au-delà d'un seuil de convection à gauche. Oui, si on prend l'exemple ici sur le au Tchad, Soudan, je regarde du côté du Mali, Nord Mali, où il y a une anomalie assez importante, on va dire. Enfin, en tout cas, en bleu, oui, donc entre 6 et 9 mm. Mais finalement, c'est une anomalie, mais du côté de Gao, etc. C'est une anomalie qui, d'après les valeurs totales, ne serait pas suffisante, ne serait pas efficace. Bon, là, je parle à première approche, parce qu'on n'est pas dans du bleu en champ total. Donc c'est un peu comme ça qu'on le. Il y a bien une espèce d'onde là, il y a quelque chose de cyclonique, une anomalie cyclonique qui se propage, mais l'anomalie en ce mois de juin, enfin 1er juillet, n'est pas encore suffisamment élevée pour être efficace pour faire des pluies dans les zones un peu arides du Nord Mali, quoi. Donc voilà comment on peut lire ça. Alors maintenant, on va regarder le vent intégré sur la verticale, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, prendre l'habitude un petit peu, je vais revenir à 0. Voilà l'analyse. Donc on a des zones, donc comme disait Jean-Philippe, on essaie de voir si les flèches sont en accord, en phase avec les couleurs. En gros, ici, on a par exemple une descente sèche, descente de nord dans les basses couches et une descente de nord en rouge sur toute la profondeur. Donc on a un armatan très très épais là qui gagne l'est du Sahel et qui gagne voilà jusqu'à Niamey. Alors par exemple à Niamey, on a des flèches zonales, ça veut dire que il y a une anomalie de vent d'ouest dans les basses couches. Par contre, on a une anomalie de vent de nord, qui est souvent associée à du sec en général, en profondeur, enfin sur toute la colonne. Alors oui, vas-y Jean-Philippe. Ouais. Je sais pas, comme il y avait un silence, ce que vous pouvez remarquer à cette saison et actuellement, il y a beaucoup d'ondes de Rossby aux latitudes tempérées dont on voit qui impactent le nord de l'Afrique et peut impacter également la mousson. Par contre, vous n'avez pas des oscillations de ce type-là plus au sud de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est normal un peu à cette saison. Mais si on regardait la même carte en pleine saison de mousson, on aurait plus d'activité avec des couleurs comme ça sur l'Atlantique, enfin sur le Golfe. Hein, voilà. Et ce qui est important, c'est que quand il y a des oscillations
oscillations, eh ben, comme là un peu, hein, Ouais. euh, depuis les latitudes tempérées ou depuis l'équateur, et quand ça se met en phase, ce sont comme là un peu, Oui, c'est oui. favorable pour avoir des remontées, mettons bleues vers le nord, qui sur toute cette bande de latitude, donc à une échelle qui est très très grande, à l'échelle du continent. Et dans ce cas-là, c'est favorable à des événements un peu plus forts. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est qu'en général, au nord, les Rossby se propagent vers l'est et au contraire, les autres ondes qui viennent du côté de l'équateur se propagent et également sur le Sahel, les ondes est propagent vers l'ouest. Si bien que les mises en phase ne durent que pas très longtemps quand même, puisqu'elles vont en sens inverse. Voilà. Donc ça, on y reviendra, mais les événements extrêmes correspondent souvent à des mises en phase de ces structures bien euh, mises en évidence par ce diagnostic de Monsoon Depth. Oh non, pas de Monsoon Depth, de Meridional Transport, hein, MT qu'on l'appelle. Hein. Voilà. Oui, donc justement, si on regarde autour de ce qui va se passer autour du 1er juillet, alors le risque de cette carte, c'est de le croire en tant qu'humidité. C'est pas de l'humidité, hein, c'est vraiment du vent. Parce que voilà, on a tellement l'habitude de voir du bleu pour l'humide, mais c'est que Oui, mais oui, vu oui, le oui. gradient vu le gradient de PW et d'humidité, quand c'est un vent de sud sur l'Afrique de l'Ouest, ça porte de l'humidité. Et au contraire, c'est la mousson. Et de l'autre côté, quand ça vient du nord, c'est sec, c'est de l'armatan. Voilà, à Voilà. cause du gradient de base de température. La température est maximale au nord et Alors minimale au sud. voilà, sauf sur l'équateur où justement on a là un épisode de flux transéquatorial hein, qui vient vraiment de Oui, oui. l'anticyclone de Sainte-Hélène et qui traverse de façon donc en profondeur et qui vient alimenter ce qui va se passer sur la côte et le Sahel. Et donc, en fait, ça c'est une alerte pour aller voir ce qui se passe autour de cette période. Mais quand vous irez voir le PW, vous verrez que en fait c'est une anomalie sèche le long de l'équateur. En fait, la ZCIT est repoussée vers le nord et donc en PW, là où c'est bleu en vent, bah, ça sera du sec sur l'équateur. Hein. Je parle pas de l'intérieur du Ghana, mais voilà, donc attention à ne pas prendre ça pour de l'humidité. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il va se passer, enfin, il y a quelque chose en termes de dynamique de grande échelle, puisque ça vient de l'hémisphère sud, autour du premier et 2 juillet. Et donc, si on va voir en PW, on va aller le voir comme ça, je parle pas dans le vide. Tac, 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 tac. Donc, on a repéré qu'il y avait quelque chose autour du 1er juillet. Alors, tac, c'est quand le 1er juillet? Bah, c'est là. Donc voilà, vous voyez en anomalie. Alors en fait c'est une petite anomalie d'ouest. Là c'est encore un tout petit peu juste. Il faudrait pouvoir aller 24 heures après. Mais en fait il y a une anomalie d'ouest qui s'installe en très basse couche. Et puis bon en fait ça va être associé le modèle propose un pic de PW et de pluie sur la zone Togo autour du 1er juillet. Vous en aviez parlé au briefing je crois hier. Juste un Oui, commentaire là. 2h05. J'ai vu que l'heure tourne, c'est 2h05. Ouais, Donc, ouais. je vais vous laisser, mais peut-être je te laisse boucler dans les 5 minutes. Ouais, ouais, on va arrêter, ouais. Merci en tout cas Euh, pour l'intervention, très bien. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tant que Thierry est là. Alors, j'aimerais juste que vous me montrez le MT là, parce que moi je n'arrive pas à le retrouver sur le site. l'épaisseur de mousson? Oui. Alors, donc, je Non, crois qu'il le faut. Meridional. Le vent. Je vais juste voir pour y arriver, oui. C'est Min V Wind. Dans les cartes Afrique de l'Ouest, Min V Wind. Et est-ce qu'on a Afrique d'ailleurs? Est-ce qu'on l'a en Afrique? Non, on l'a pas. C'est que dans Afrique de l'Ouest. Dans Afrique de l'Ouest. Voilà, dans Afrique de l'Ouest. Hein.
Oui, c'est bon, je l'ai. Oui. Parce que dans l'ancien site Miswa, je pense que c'était Meridional Transport qui était écrit là-bas. Là, Ah je oui, n'avais pas. peut-être, ouais, ouais. Merci. Euh, Alors, pour finir sur les Hofmöller, donc on est dans prévision synoptique. Hofmöller, il faut aller dans global pour trouver les Hofmöller un petit peu, enfin, ceux où il y a le VP200, où il y a et là vous avez le choix entre pas mal de latitudes, équateur 5 sud 5 nord, 5 nord 15 nord, on va mettre 5 nord 15 nord par exemple. Donc là vous avez à la fois le PW, le VP, donc le potentiel de vitesse, et la fonction de courant qu'on n'a pas décrite ici. Et puis sinon vous avez les vents aussi. Donc on va regarder déjà le VP200. Donc à gauche le VP200, donc en anomalie. Donc encore une fois, si on essaye de faire abstraction des isolignes, sauf le violet, parce qu'on a vu que le violet c'était la basse fréquence. Donc le violet, ça veut dire que autour de l'Afrique, je sais pas si vous le voyez agrandi vous. Donc il y a de la basse fréquence favorable pour l'Afrique et même jusqu'à 60 Est d'ailleurs. Voilà. Et puis ensuite on a donc ça veut dire donc la couleur c'est divergent, anomalie de divergence. Et puis à droite vous avez l'eau précipitable. Donc l'eau précipitable donc sur cette bande de latitude. Alors en fait Il faut décaler un peu à gauche pour le voir. décalé à gauche. Ah, vous voyez pas bien là? Oui, oui, c'est bon. Donc vous en reparlerez, mais vous voyez que il y a eu une zone verte qui a traversé en se dirigeant vers l'ouest au mois de juin, et puis il y en avait une autre au mois de mai. Donc là, vous avez déjà la réponse, puisque ce sont des isolignes rouges qui sont Equatorial Rossby, donc vous en reparlerez avec Philippe. Mais pour ceux qui habitent sur la côte du golfe de Guinée, vous rappelez qu'il y a eu des fortes pluies, pour les Togolais notamment, des fortes pluies autour du 26 juin, et puis là des fortes pluies ces derniers temps. Donc ça correspond bien à deux passages, dont d'Equatorial Rossby sur. Alors là on est sur 5-15 nord, mais si je mets 5 sud, 5 nord, on va le retrouver aussi. Voilà, donc sur 5 sud, 5 nord, on retrouve aussi, même si on n'avait pas les isolignes rouges, on pourrait comprendre qu'il y a eu une période verte, humide, anormalement humide sur la ZCIT de la côte de Guinée autour de ces dernières semaines, on va dire. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là, parce que vous aurez d'autres séances où vous reviendrez là-dessus, et puis vous ajouterez des ondes, etc. là-dessus. On fait ça comme ça. Merci de votre attention. Vous pouvez garder vos questions pour les prochaines séances. Si vous avez des questions. Donc des félicitations. Non, mais j'ai repris donc. J'ai juste repris donc les diapos. Donc je vous encourage à aller voir l'onglet documentation. Voilà, cet onglet-là, documentation de Misva, qui est vraiment très complet, et de vous entraîner même tout seul à regarder un petit peu les cartes et à relire les comptes rendus des briefings hebdomadaires, notamment très pédagogiques même si on n'a pas participé au briefing. Voilà, donc prochain pic sur la côte autour du 1er juillet à confirmer, à investiguer. Un pic en PW et en pluie proposé par le modèle du côté de Lomé. Je laisserai regarder et faire vos prévisions. Ce que vous aviez déjà entrevu dans le briefing de mardi. Eh bien, merci Philippe, c'est bon, merci. Je vais fermer l'enregistrement et puis merci, à bientôt pour les prochaines sessions.
Merci Jean-Philippe, merci tout le monde. À bientôt. Et merci à tous les participants, hein, parce qu'ils étaient nombreux. Hein. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci, à bientôt. Allez. Je ferme.